Merci. Alors bienvenue au Wall Street Insider. Nous sommes le lundi 30 mai 2016. Vincent Gann pour vous retrouver dans ce qui est une séance calme mais parfaitement inerte, en tout cas du point de vue des tendances en place depuis le début du mois de mai. Elles se poursuivent plus ou moins. Marquent un peu le pas sur le dollar US. Les indices boursiers européens, c'est tout en haut et ça vend pas décidément. Donc on sent quand même que les acheteurs des marchés actions de la zone euro en début de semaine dernière n'ont pas ouvert de position de très court terme. Ils ont envie de tenir. Et c'est vrai qu'au fond, sur les marchés actions européens, vous avez ici un graphique du GR30 en données hebdomadaires. On baisse depuis le printemps 2015. Donc peut-être que nous sommes proches de la fin d'un gros cycle baissier qui dure depuis un mois. Après, admettons que depuis la mi-février, on remonte, surtout à Wall Street, mais aussi un peu en Europe, ça commence à prendre de l'ampleur. Alors, on va quand même étudier quelques graphiques intraday. Je vous laisse tout d'abord lire cet avertissement. Et pendant que vous prenez connaissance de cet avertissement, pourquoi est-ce qu'on n'attend pas grand-chose de cette séance du lundi 30 mai 2016? Alors, tout d'abord parce que déjà la semaine est hyper chargée sur le plan macroéconomique. Des statistiques majeures, et ça commence dès demain. Euh, Ça monte en puissance mercredi, jeudi la Banque Centrale Européenne et vendredi le rapport NFP. Alors ce lundi 30 mai, Wall Street est fermé. Attention à la modification des horaires de trading sur les CFD sur votre plateforme de trading. Prenez connaissance de cette modification des horaires de trading. Les informations sont dans le forum d'EliFX. En l'état, pour résumer, principaux CFD sur indice boursier US ferme à 17h GMT, 19h donc heure de Paris. On est GMT plus 2 jusqu'à preuve du contraire. Attention aussi à la modification des horaires de trading sur les matières premières comme l'once d'or, le pétrole, etc. Le gaz, le cuivre. Alors, ok, donc je repasse ici sur le graphique. Au-delà de Wall Street, la bourse de Londres aussi est fermée, donc on se retrouve sans les investisseurs et les traders anglo-saxons. Lucas 100, le CFD est fermé. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, hormis la poursuite, on pouvait s'attendre à une consolidation, mais c'est très inerte, tout ça, il ne se passe pas grand-chose. La véritable semaine boursière démarrera demain avec le retour des investisseurs anglo-saxons. Alors, cela n'enlève pas au marché actions européen leur force haussière. J'évoquais ce matin la possibilité que le CFD GR30 vous propose tout au long de la journée des bougies japonaises horaires strictement équivalentes. En l'état, on pouvait faire un copier-coller des toutes premières bougies japonaises ce matin, donc en session européenne. Et c'est la même chose qui se passe. Je vais zoomer, je suis obligé de zoomer parce que j'ai beau être en horaire, on ne voit pas les chandeliers. Voilà ce qu'on a depuis ce matin. Alors une inertie haussière, c'est-à-dire que le marché se maintient au-dessus de la moyenne mobile à 20 heures, mais on a atteint des résistances qui bloquent les cours depuis ce matin. Les 10 330 sur le GR30. Alors moi je vois ça comme des résistances, des points d'étape. C'est une étape, quoi. C'est bon, tant mieux en même temps. Ça correspond aussi aux 4530 du CAC 40 ou encore la résistance équivalente sur l'Eurostoxx 50, donc les 3100 points. Mais ce sont des points d'étape, sachant que ces marchés actions européens ont retrouvé une meilleure dynamique internationaux depuis le 24 mai avec des résolutions haussières d'Orange, notamment très propres sur l'indice S&P 500. Alors, moi, ce que j'envisage aujourd'hui pour la séance du jour, vous avez le GR30, et ben, je pense qu'on va rester coincé entre 10 330 et la moyenne mobile à 20 heures. Cette moyenne mobile à 20 heures, elle peut permettre au cours peut-être dès demain d'accélérer, de dépasser la résistance, mais si on la brise, on ira chercher MM20 H4, celle de l'horizon de temps supérieur, pardon. Je vous la montre tout de suite. Elle est là. Et autant vous dire que si vous utilisez les moyennes mobiles pour savoir dans quelle direction elle va marcher, tous les voyants sont au vert. L'alignement des moyennes mobiles, les courtes sont au-dessus des longues, le positionnement des prix vis-à-vis de ces moyennes mobiles, et enfin la pente de ces indicateurs de tendance. Ce sont trois caractéristiques, et là elles vont toutes dans le même sens. Donc je pense que au-delà de cette séance du jour qui est complètement non significative, on est le 30 mai, autant faire le point sur ce qui s'est passé en mai, on a le temps, et puis mettre à jour ces graphiques. La force du dollar US, sell in May and go away, encore une fois ces adages boursiers, de temps en temps il faut les mettre entre parenthèses. Le mois de mai 2016 c'est tout sauf ça. Voilà. Ce que je retiens moi de ce mois de mai, au contraire, on est dans une phase haussière sur les indices boursiers depuis le début du mois de février, et ça je pense que tous les gérants s'en réjouissent.
la force retrouvée du dollar US, la réactivité de la réserve fédérale à s'ajuster aux indicateurs de conjoncture économique, le pétrole qui a atteint 50 $, bon bah voilà, tout un tas de choses qu'on peut retenir du mois de mai et qu'on n'attendait pas forcément au mois d'avril. Donc ce 30 mai 2016, plutôt que parler de la séance du jour, je vous propose surtout de se concentrer sur ce mois de mai 2016 qui ne s'inscrit pas dans ce qu'on avait l'habitude d'observer si on croit les statistiques passées où généralement on chute en mai 2016. Alors c'est encore possible, hein, si le marché veut respecter la saisonnalité, donc à savoir souvent un mois de mai où ça chute, il lui reste demain. Si demain on chute, bon bah là pour le coup, mais ça me paraît quand même peu probable d'effacer toute la hausse depuis le début du mois de mai. Et en réalité, le mois de mai a été sauvé par l'impulsion en place depuis le 24 mai, donc c'était mardi dernier. Donc, honnêtement, on ne va pas s'attarder sur ces indices boursiers de la zone euro, vous avez compris, ça monte, on est partout sous résistance intermédiaire, mais on ne casse pas la moyenne mobile à 20 heures. Aujourd'hui, le marché va rester enfermé dans ses bornes. Les indices américains haussiers, eux, ce sont les patrons en 2016. Ils n'ont jamais brisé de support majeur. Ce sont eux qui ont la plus belle phase de reprise en amplitude relative depuis le 11 février. Ils ont pris pas loin de 18%, notamment entre le point bas du SP500 le 11 février et son point haut le 20 avril. Le SP500, demain, lorsque les salles de marché à Wall Street vont à nouveau retrouver leurs traders, va se retrouver à 2110, 2111. C'est le point haut du 20 avril, c'est le point haut du 3 novembre. Bon, ça va être décisif. Hein. Si les investisseurs US ont envie de casser la résistance, d'aller au-delà, forcément, ça va nous servir en Europe. Lucas 100, là, pas d'erreur de prix, c'est fermé. La bourse de Londres est fermée, le CFD est fermé. Mais techniquement parlant, c'est propre hein, aussi ce que fait Lucas 100. Impulsion, 1, 2, 3, 4. Je pense qu'on aura une vague 5. On voit bien que si vous décortiquez, selon le schéma Elliotiste, cette vague d'impulsion sur le marché action britannique, bon, bah, on a une jambe de hausse, une temps 2, un temps 3, un temps 4. Bon, je pense que cette semaine, portée là aussi par l'arrivée prochaine de la moyenne mobile à 20 périodes sur l'horizon de temps 4 heures, le marché finira par connaître une nouvelle impulsion positive. Donc, les marchés actions, aujourd'hui, sans Wall Street, sans Londres, il ne se passera pas grand-chose. Voire rien du tout. Alors, on passe sur le Forex, un mot sur les matières premières, vos questions si vous en avez, et puis ensuite vous serez entre les mains de Professeur Forex pour les positions des banques sur le marché d'échange, et avec un focus aujourd'hui sur le GBP USD. Et vous allez voir que sur le GBP USD, les positions des banques, ça diverge complet. Il y a les grosses banques vendeuses et il y a les acheteuses, celles qui visent un 50, celles qui visent un 40. Alors on va en parler d'ailleurs. On va regarder ce que nous dit l'analyse technique aujourd'hui sur le GBP USD. Alors que le dollar US marque un petit peu le pas. Alors un instant. Donc c'est parti. Le dollar US, il marque un peu le pas aujourd'hui, mais c'est rien du tout. Il n'y a personne hein, dans les salles de marché US, donc il y a du rythme de marché, il y a de la gestion de position, des prises de bénéfices. Voilà aujourd'hui ce que fait le dollar US, US Dollar Currency Index, étant donné journalière. On a tenté ce matin de breaker, de faire de nouveaux plus hauts, finalement ça retombe. Que se passe-t-il? Alors, eh bien, il se passe la chose suivante. L'euro-dollar a atteint un bel objectif technique. Et il y a du rachat de short sur l'euro-dollar en cette semaine de Banque Centrale Européenne. Potentiellement une petite divergence haussière qu'on retrouve à l'opposé sur l'USD CHF. Vous l'avez donc ici, le taux de change euro-dollar qui après avoir rejeté donc le 3 mai dans la partie haute du canal, vous avez ici le point bas du 3 décembre. C'était la Banque Centrale Européenne. Vous avez ici le point bas du 10 mars. C'était la Banque Centrale Européenne. Et cette semaine, c'est la BCE. Donc on verra bien. En tout cas, si vous regardez précisément en D1 ce que nous fait le taux de change euro-dollar, et bien on a fait une toute petite divergence haussière potentielle, très très courte. Donc elles sont efficaces celles-ci. Et cette petite divergence haussière de RSI D1 Eurodoll se retrouve en miroir sur l'USD-CHF. Donc les deux se confirment et ce sont des paires miroirs, parce que l'euro-CHF fait rien du tout. Donc ce sont des paires miroirs. On tient le canal.
aucune raison de casser par le bas le canal aujourd'hui. Pour briser un canal haussier comme celui de l'euro-dollar, il va falloir une donnée fondamentale décisive. Ça peut être des indicateurs d'activité, US, ou un régime des prix qui décroche au sein de la zone euro. On a eu un avant-goût en début d'après-midi avec l'Allemagne, où c'est conforme aux attentes, à savoir un régime des prix qui reste faible au sein de la zone euro. Mais ça, c'est pas une surprise. À quoi peut-on s'attendre sur l'euro-dollar dans un premier temps? On va probablement tenir le bas du canal et former quelque chose de latéral sous 1,1216. 1,1216 c'est la première résistance. Le marché peut faire quelque chose de un range dans cette zone. Bon, en tout cas là ça se reprend bien. Et l'USD CHF, il est là. On a la même chose ici, mais à l'envers. Une toute petite div. Alors attention, hein, c'est pas encore tout à fait actif et ça pourrait être simplement des drapeaux. C'est-à-dire que regardez, si je fais ça, au final ça pourrait être à terme un drapeau de momentum. Sur l'eurodoll, bon, ça peut être encore un drapeau de momentum. Donc entre la div ou le drapeau de momentum, tout ce qu'on sait c'est qu'aujourd'hui on se pose la question et que ça paye à proximité du bas du canal. En tout cas les vendeurs avisés entre 1,15 et 1,16 probablement sécurisent des gains dans ce bas de canal qu'on peut appeler finalement le canal de la BCE parce qu'il existe uniquement parce que la BCE a fait décrocher, a créé de la vol le 3 décembre et a créé de la vol le 10 mars. Alors, il y avait les chiffres de l'inflation en Allemagne donc, qui ont été publiés en début d'après-midi. Vous avez donc déjà toutes les données qui sont à jour sur le calendrier économique d'EliFX. Indice des prix à la consommation en Allemagne au mois de mai, 0,1. Donc voilà, 0,1%. C'est comme le marché l'attendait. L'Allemagne qui peine quand même à retrouver une dynamique positive de son inflation, ce qui inquiète quand même les marchés, alors que quand même c'est l'économie de la zone euro qui redémarre le plus, qui profite le plus du commerce extérieur. Bon, mais même elle a du mal à retrouver un cadre positif pour son inflation. Bon, en tout cas, cette semaine c'est simple. Euh, L'eurodoll a une probabilité de casser son canal, tout comme il peut le tenir. Il n'y aura pas de surprise. De quoi ça va dépendre? Surtout, je pense, des statistiques US. Parce que je trouve que le marché est hyper agressif. En janvier, février, mars, les stats US n'étaient pas bonnes. Ça a vendu massivement du dollar US. En avril, c'est bon, ça repaye. Et ça, c'est à l'image de la Fed, où la Fed vous dit qu'elle est data dependent. La Fed, elle n'est pas claire à moyen long terme. Quand les stats sont bonnes, bah, ça paye du dollar. Et enfin, le marché il réagit comme ça, tout simplement. Parce qu'il fait comme dit de faire la fête. Alors, non, moi aujourd'hui, il y a une seule chose qui me semble à peu près intéressant sur le marché des changes, c'est ce que tente de faire le taux de change USD-Yen, de sortir par le haut d'un petit canal de baisse et surtout de franchir la moyenne mobile à 50 jours, qui fait quand même résistance depuis qu'on avait cassé la ligne de coup de la gigantesque épaule tête-épaule à 116. Alors, l'USD-Yen est-il porté par le dollar US ou par le JPY? Probablement un peu des deux. Pour aujourd'hui, je dirais plus le JPY, le yen. Malheureusement pour l'économie japonaise, bon, on a beau être sur des programmes de quantitative easing monstrueux, il est vrai que pour l'activité économique réelle, l'impact n'est pas significatif. Alors la BOJ n'a pas de choix, elle doit continuer dans cette voie jusqu'à ce que peut-être un jour ça marche. En tout cas, on a un gap haussier de corps ce matin sur l'USD-Yen. Alors pourquoi de corps? Parce qu'on a une ouverture qui est au-dessus du cours de clôture du 27 mai, mais au final, on travaille dans la vol haute du 27 mai, donc dans la mèche haute de vendredi dernier. En tout cas, c'est vrai que moi j'ai quand même le sentiment que cette semaine, l'USD-Yen peut encore remonter vers 111,90, voire 112, peut-être au-delà. Mais bon, disons qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose à retenir sur le marché action, hormis la relative résilience haussière, mais sans les anglo-saxons, bon, c'est probablement peut-être simplement aujourd'hui des petits robots. Enfin, je pense qu'il n'y a pas de décision, quoi. Il n'y a pas grand-chose, hein. On tient les moyennes mobiles à 20 heures. Non, moi, si je retiens quelque chose, c'est l'USD Yen, parce qu'il y a quand même eu une session asiatique. Le GBP Yen en forme, donc c'est quand même le JPY qui est fort. Attention au GBP Yen, en cas de cassure haussière des 162,80, ça sera un signal d'achat majeur. En sous-jacent technique, le GBP Yen a sous ses pieds une divergence haussière weekly, sauf qu'elle serait activée si on cassait 162,80. Alors j'ai écrit un article la semaine dernière, justement sur le GBP Yen, où je visais 162,80. C'est une résistance décisive, mais si elle est breakée, autant vous dire que ça ne va pas s'arrêter à 163.
peut-être même pas 164, peut-être plus ambitieux, 165, voire 166. Il y a une cassure technique en cours sur l'USD Yen. Pourquoi pas voir en GBP Yen le prochain à s'aligner sur ce que nous dit le leader des paires en Yen. On verra bien. En tout cas, j'éviterai de vendre une paire en Yen. Le GBP USD, deuxième échec sous 1,4769, mais on tient une toute petite ligne de tendance. Bon, le GBP USD, il est solide en mai. Hein, si je prends la variation du câble en mai, bon voilà, hein, il a quand même résisté, ça fait partie des... C'est la seule paire majeure en fait qui a résisté au dollar US. Bon bah parce que ça paye du GBP, le marché semble écarté, en tout cas les acteurs de marché, les investisseurs, un scénario qui verrait le Royaume-Uni quitter l'Union Européenne. Après, dans toute la baisse de la livre sterling ces derniers mois, vous dire exactement quelle est la part liée au risque de Brexit ou aux fondamentaux de l'économie britannique, est difficile de mesurer ça. Ce qu'on peut par contre dire, c'est que toute la remontée du câble depuis les 1,38, c'est probablement une correction liée à ce Brexit qui aurait été peut-être exagéré. En tout cas, à court terme, on a retapé un 47,50, ça retombe. Bon, en fait, j'éviterais juste de le shorter. J'éviterais juste de shorter le sterling. Surtout lorsqu'on voit l'euro GBP qui a fait sa grosse tête épaule, des choses comme ça, et qu'au fond ça pourrait acheter du GBP au moins jusqu'au référendum, acheter la rumeur, vendre la nouvelle, hein, comme on dit. Rappelez-vous, lorsque l'Écosse a voulu quitter le Royaume-Uni, bon bah c'est exactement ce qui s'est passé. NZD-USD enfin a atteint l'objectif théorique, le premier du double top. On se stabilise un peu, mais je serais pas surpris quand même que ça casse cette semaine. Après, autant vous dire que les cassures techniques sur le NZD-USD, méfiez-vous-en énormément. C'est une paire de devises qui retrace beaucoup, qui est plus intéressante en pullback. Donc on serait bien capable de casser un support, de remonter dans la foulée. Pourquoi? Parce que cette paire de devises, elle aime bien les... Lorsqu'un taux de change retrace souvent, plus que les niveaux horizontaux, il faut regarder du côté des obliques, des lignes de tendance. Et là, généralement, ça marche un peu mieux. Le taux de change USD-CAD entre le dollar US et le prix du pétrole, il y a deux choses. Il y a un pétrole qui atteint 50 dollars. Bon, ça double le prix du pétrole depuis mi-février. C'est pas mal. 50 dollars, c'est un chiffre rond. Techniquement, le niveau est un peu au-dessus. 50 dollars, c'est une barrière peut-être psychologique. Les chiffres ronds ont une importance en bourse pour tout un tas de raisons. Au-delà de l'aspect psychologique, beaucoup de dérivés sont basés sur des chiffres ronds, des produits avec des bornes, des activants, des options, tout ce que vous voulez. Voilà, il y a beaucoup de produits comme ça qui sont sur des chiffres ronds, et autant vous dire que 50 dollars c'était probablement un objectif de cours pour beaucoup de scénarios. En tout cas, on peut s'attendre peut-être à ce que à ce que le pétrole temporise un peu. Bon, l'USD4 c'est aussi l'USD. Je serais pas non plus hyper ambitieux sur taux de change, mais le fait qu'on ait tenu 1,29, qu'on ait tenu les premières moyennes mobiles, bon, pourquoi pas envisager 1,31,90, et je m'arrêterai là sur ce taux de change en termes de perspective. L'AUD USD, bon, aujourd'hui il se passe rien, ça reste baissier sous la première résistance. Bon, c'est pas significatif de parler de taux de change. Non, aujourd'hui, sur le marché des changes, si vous avez deux choses à retenir sur le plan de l'analyse technique, parce qu'il n'y a pas de fondamentaux aujourd'hui, hormis l'inflation en Allemagne, c'est le bas de canal de l'euro-dollar, l'amorce d'une divergence, mais qui en l'état peut à terme être un drapeau de momentum, donc on va faire attention, mais c'est une div, et de toute façon on ne peut pas vendre un bas de canal haussier. Et enfin, des cassures techniques en cours sur certaines paires en yen, comme l'USD yen, peut-être la nuit prochaine en session asiatique, voir le GBP yen casser une résistance et accélérer en direction des 164 yens. Alors, si l'euro-dollar atteint un bas de canal et que le yen est sous pression, logiquement, vers quelle paire de devises vous tournez-vous? Et en effet, je l'ai entendu, l'euro-yen. Alors, l'euro-yen tient une zone support depuis fin février. Elle a une base historique, cette zone support. Vous voyez, c'est cet énorme pivot. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut passer long sur l'euro-yen. Je m'intéresse plus, moi, à du GBP yen ou à de l'USD yen. Mais,
L'euro-yen bataille quand même, ferme sur ce support. L'euro-dollar a perdu 400 points, plus 500. L'euro-yen a tenu, coûte que coûte. Il est maintenant fermé entre le support à 122 et la moyenne mobile à 20 semaines. Bon, à surveiller. Si un jour l'euro-yen réalise à son tour une cassure haussière, plus qu'un positionnement sur l'euro, voyez-y surtout un yen sous pression. Voilà. Un coup d'œil tout de suite sur donc le GBP4, j'aime bien. Vous savez, je suis toujours. Moi, le GBP4, l'USD4, je vois une question. Je vous ai proposé la semaine dernière d'utiliser ces deux moyennes mobiles qui ont attrapé le point bas du marché. Il faut aller jusqu'au bout. On retrouve petit à petit un environnement propice au swing trading. Il ne faut pas couper trop tôt. On peut viser un 32 et ajuster là son risque sous la moyenne mobile à 20 jours. Les matières premières. L'once d'or en sous pression du dollar US qui s'approche d'un seuil important à 1200 dollars. D'ailleurs, il a fait 1200 dollars. Ça réagit en première intention. Après, je pense que ça peut encore rester sous pression dans cette zone. Le dollar est en forme. Les marchés actions remettent une jambe haussière. C'est peut-être pas encore le bon moment de revenir sur le métal jaune. Et enfin, un graphique de l'US Oil. Attention aujourd'hui à la modification des horaires de trading sur ces CFD, notamment les indices boursiers US. Bon, assez étanche à la hausse du dollar US en mai, mais à proximité des 50 dollars, on a un marché qui a presque doublé depuis le 11 février. Alors j'exagère à peine, puisqu'on vient de 26 dollars et qu'on valait un peu plus de 50 en fin de semaine dernière. Donc voilà, c'est un chiffre rond, il y a une grosse zone technique ici, ça peut temporiser un peu dans cette zone de prix. D'ailleurs, et ce qui peut donner un peu d'air aussi à ce scénario d'aller chercher un 31,90 sur le taux de change USD CAD. Ok, je repasse sur le marché des changes. Je vous rappelle que Wall Street est fermé. Marché spot, la modification des horaires de trading sur les CFD indices boursiers américains. Le CFD UK 100, il est fermé. Quant à lui, la bourse de Londres est fermée. Voilà. Alors, si l'euro-yen devait décrocher cette semaine, c'est l'euro qui serait sous pression. L'euro peut-il décrocher cette semaine? Regardez, vous avez ici sur ces chandeliers journaliers de pointer toutes les conférences de presse de Mario Draghi. Le 3 décembre, le 10 mars, généralement depuis quelques mois, la Banque Centrale Européenne fait remonter l'euro. On verra. On verra quel est son positionnement cette semaine. On sait bien qu'au sein du comité de politique monétaire de la BCE, il y a des dissensions très fortes entre le camp, on va dire, animé par la Bundesbank et les autres banques centrales, notamment la Banque de France. On verra. Et généralement, ces dissensions ont pour conséquence de neutraliser la volonté peut-être de Mario Draghi d'aller encore au-delà. Et c'est pourquoi souvent cela fait remonter l'euro. En tout cas, 4 semaines consécutives de baisse du taux de change euro-dollar, 1,16, 16 dollars, 1,10 et quelques, 1,11 et quelques ce matin au plus bas, proche d'un bas de canal. On peut peut-être briser le canal sous l'impact du dollar US, mais ayez simplement conscience que c'est un bas de canal et que pour les vendeurs à bon prix, ça vaut largement le coup de sécuriser des gains. Ou en tout cas, ce qui serait un signal de remontée de l'euro-dollar, ce serait un franchissement des 1,1220, 1,1230. C'est le niveau de prix ultime pour gérer votre risque si vous tenez des ventes latentes en gain sur les plus hauts. Et ça, il faut accepter de considérer que si le marché refranchit ce prix, il y a une probabilité de remonter. En dessous, la tendance baissière du mois de mai reste dominante. Au-delà de l'analyse technique, il y a tous les fondamentaux cette semaine pour que le marché fasse son choix. Il n'en manque aucun. La confiance du consommateur, les indicateurs avancés, le régime des prix, donc l'indice des prix à la consommation,
une décision de politique monétaire et le rapport NFP. 5 grandes catégories d'indicateurs de conjoncture économique. Si le marché ne fait pas un choix avec l'un de ces 5 grands indicateurs de conjoncture économique, c'est que décidément il est bloqué par, je ne sais pas, la perspective du Brexit ou des choses comme ça. Mais il fera un choix. Alors, question intéressante, comment peut-on savoir à l'avance les jours où les places boursières sous-jacentes sont fermées? Il vous suffit par exemple d'aller sur le site d'Euronext, vous avez un calendrier des jours fériés. Euronext est capable de vous dire à l'avance quels sont les jours où la bourse de Paris est ouverte, la bourse de Paris est fermée. Vous avez exactement le même type d'informations sur le site du NYSE, le New York Stock Exchange, où vous avez, dès le début de l'année, tous les jours fériés et les jours où les marchés sont fermés pour l'année 2016. Donc c'est simple, hein, il y a un onglet calendrier. Sur tous ces sites, ce sont des sociétés de bourse, hein, donc l'information est complètement publique, il n'y a pas de piège. Mais nous, voilà, on la met en avant parce que les CFD cotent en fonction de ces places boursières sous-jacentes, et donc souvent on modifie donc en l'état les horaires de trading. Ce qui est le cas aujourd'hui sur les CFD indices boursiers US, 17h GMT, Paris c'est GMT plus 2, donc 19h. Voilà, écoutez, je vois pas d'autres questions, donc je vous laisse, ça fait 26 minutes. Dans 15 minutes, restez proche de la salle de trading, les positions des banques sur le marché d'échange. J'ai jeté un œil moi à l'évolution du portefeuille des banques. Il n'y a pas réellement de nouveautés, sauf une. Il commence à y avoir un positionnement divergent sur le GBP USD. Il y a les gros vendeurs, les banques qui achètent, on verra. Techniquement parlant, on voit que ce marché cale encore sous un 47,60. Et je vous laisse avec ce graphique de l'USD Yen où potentiellement ce soir à la clôture on aurait là une paire majeure qui donnerait un signal intéressant de la capacité de l'USD Yen à rejoindre les 111,88 et l'USD CAD qui reste bien orienté aussi au-dessus des mêmes 20 jours et même 50. Merci beaucoup. Prochain webinaire dans 15 minutes. À tout à l'heure.